Le kiosque a des petits yeux ce matin, ceux de Marion Calais pour nous parler des régions, ceux de Sophie Larmoyer pour nous parler du monde et d'Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Petit candidat, il bouscule le débat, titre Libération ce matin. Peu convaincu, le Figaro étrille ce qu'il appelle le grand bazar de la présidentielle. Décousu et brouillon, il n'a pas permis ce débat aux favoris du scrutin de défendre leur projet face aux assauts tous azimuts des petits candidats, estime le journal. Donc, sans complexe, ils ont fait leur show quand les grands ont peiné à trouver leur marque. Aujourd'hui en France, fait le tri entre ceux qu'il estime être les gagnants et les perdants. Mauvaise note pour Jacques Cheminade, tendu, Jean Lassalle, un ovni caricatural, Nathalie Arthaud, remontée, agitée, excitée. Et puis Marine Le Pen, visiblement pas ravie d'être là. Sur le podium en revanche, le journal installe Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, modeste et combatif, simple et chaleureux, et Emmanuel Macron, aujourd'hui qui en un titre fait quand même part de son scepticisme. Tout cela était-il vraiment utile? De la politique encore en une de l'Humanité qui pointe du doigt le grand fossé Mélenchon-Macron sur l'évasion fiscale et qui insiste l'Humanité sur les circonvolutions européennes du candidat d'En Marche au moment de s'attaquer au problème. Sinon, CNews Matin n'oublie pas la Guyane et fait sa une sur l'enlisement de la crise là-bas. 20 minutes s'inquiète de son côté pour les gardiens de prison. La violence est de sortie, titre le Gratuit. Insultes, menaces et enquêtes sur les réseaux sociaux. À l'extérieur des établissements pénitentiaires, d'anciens détenus traquent les surveillants jusqu'à leur domicile. La peur poursuit donc les surveillants jusque chez eux. Les menaces qui sortent désormais des coursives de la prison. Certains détenus nous disent « Je sais où tu habites, où travaille ta femme, dans quelle école vont tes enfants ?» Et ce ne sont pas des paroles en l'air, témoigne un gardien affolé. Le journal qui nous apprend par ailleurs qu'en moyenne, les détenus français fumeraient entre 1,5 et 3 joints par jour. Il y a comme un problème quand même dans nos prisons. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Eh bien de la politique, mais pas que pour parler du débat, comme dans l'Est éclair qui a choisi François Hollande, le président attendu dans l'Aube demain, où il devrait visiter un fer de lance du savoir-faire français, Petit Bateau. La montagne, pas peu fière ce matin, ils sont imprimés ici. Ce sont les nouveaux billets de 50 € mis en circulation hier. 1 milliard de coupures fabriquées à la Banque de France, à Chamalières, près de Clermont. Et puis record de population dans les Pyrénées. L'an dernier, assure la Dépêche du Midi, 39 ours ont été recensés, dont 10 nés en 2016. Pour l'histoire du jour, vous nous emmenez à Las Vegas. Alors vous savez que vous, votre job, c'est les régions françaises normalement. Oui, ou alors vous connaissez mal votre géographie, Thomas, parce que Las, c'est un village des Pyrénées-Atlantiques au sud d'Orthez, 135 habitants. Un village qui joue sur... mais là, ça s'écrit L-A-A-S. Exactement, L-A-A-S. Et ce village sur les a l'habitude de jouer sur l'humour pour attirer les touristes. C'est ainsi que vendredi, explique Sud-Ouest, sera inauguré Las, L-A-A-S, Vegas Boulevard pour un parcours d'étoiles comme à Hollywood. Les stars qui ont fait le succès du Festival des Transhumances depuis plus de 20 ans seront mises à l'honneur. Juliette Gréco, Manu Chao ou Yannick Noah. Au total, 33 étoiles pour découvrir la commune habituée des facéties en tout genre. Elle s'est déjà autoproclamée principauté en 2015 avec installation de postes frontières et édition de cartes d'identité. La place de l'église est annoncée comme centre du monde par un panneau. Et le fantasque, apparemment, ça marche. Le plus gros tour opérateur allemand référence le village comme passage obligé vers Lourdes. Et le nombre de cars à s'y être arrêtés a été multiplié par 3 en près de 3 ans. C'est drôle, Las Vegas. Ouais. On y va? On va peut y faire aller, une matinale à Las Vegas. Moi, j'adore. Il y a John Lassalle aussi parmi les stars ou pas? Sophie Larmoyer, on redevient sérieux avec vous puisqu'on va parler de la Syrie. La Syrie asphyxiée, comme l'écrit Lacroix dans son édito de une ce matin. Au moins 58 morts et 170 blessés dans cette attaque chimique qui fait la une de la presse dans le monde entier. Et vous nous en donnez un aperçu ce matin. Et ce titre du quotidien suisse Le Temps résume l'horreur de cette attaque. À Idlib, ils ont respiré la mort. C'était l'aube, des familles entières ont été décimées dans leur sommeil. Dans un long article très documenté, le New York Times dénonce la pire attaque chimique depuis des années en Syrie, dans cette province tenue par les rebelles. Photos, vidéos et témoignages de médecins à l'appui, le quotidien détaille les preuves visuelles d'une attaque chimique, ces symptômes révélateurs de l'exposition à un agent neurotoxique, sans doute du gaz sarin. Un combattant
combattant rebelle témoigne, il s'est évanoui sur sa moto alors qu'il rejoignait le lieu de l'explosion pour aider. Il s'est réveillé à la clinique où il entendait le bruit des enfants qui tentaient de respirer. Voilà, le responsable montré du doigt par tout le monde ou presque, c'est le régime de Bachar el-Assad, clairement. Oui, même si quelques médias pro-Assad nient catégoriquement que l'armée syrienne ait envoyé du gaz sur la population, l'immense majorité des médias pointe la responsabilité de Damas. Voilà longtemps qu'il n'y a plus de ligne rouge à franchir en Syrie, peut-on lire dans l'édito du Temps. Protégé par le confort que lui offre l'aviation russe et les hommes de main de l'Iran, Bachar el-Assad peut se laisser aller, écrit le journal suisse. La ligne rouge, c'était l'attaque chimique de Barack Obama. Il avait dit à l'époque, À s'ils l'été font 2013. ça, voilà, il ne s'était rien passé derrière. Absolument. Donald Trump, aussi le successeur de Barack Obama, dénonce le régime syrien ce matin. Oui, les médias américains rapportent la réaction de la Maison-Blanche à double détente. L'attaque au gaz y est qualifiée de répréhensible, mais elle serait la conséquence de la faiblesse et de l'indécision de l'administration Obama. Un peu trop facile pour le quotidien britannique Le Guardian, qui souligne la responsabilité de l'administration Trump en disant la semaine dernière que le futur d'Assad était l'affaire du peuple syrien et que le faire tomber n'était plus la priorité. Washington a renforcé la confiance du régime. Titre de l'édito du Guardian, Assad sait qu'il agit en toute impunité. Voilà, il y aura pour la forme, malheureusement comme à chaque fois, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, sans doute une condamnation par les mots. Il y a une résolution du Conseil de sécurité qui vient d'être présentée, qui sera discutée demain. Absolument, on en parlera avec le professeur Raphaël Pitti qui sera mon invité à 7h45 pour l'interview vérité. Lui est professeur de médecine d'urgence et de catastrophe et il a beaucoup de remontées d'informations des humanitaires qui tentent de travailler sur place. Merci Sophie. On va se détendre avec Jeff Panaclock, l'extraordinaire aventure Eva Rock. C'est ce soir sur TMC à 20h55. Et oui, en février 2013, sur le canapé rouge de Michel Drucker, déboule un jeune garçon de 26 ans avec un singe en peluche qui dit des horreurs. Je voudrais interviewer Jeff. Jean-Marc, tu veux... Oui, d'accord, je t'entends. Je suis pas comme ton technique, je t'entends. Et vous allez le voir dans ce documentaire, après ce passage télé, toutes les salles où se sont produites, donc Jeff Panaclock, le ventriloque et sa marionnette Jean-Marc, étaient complètes. Ça a été vraiment une consécration pour ce garçon de banlieue parisienne qui, déjà tout petit, voulait devenir artiste. Alors écoutez bien, ils ont retrouvé une archive quand il a une dizaine d'années. Il voulait devenir chanteur. Ça fait longtemps que t'es parti, maintenant je C'était t'écoute. un petit télécrochet. Alors on ne sait pas s'il a gagné, mais l'archive elle est assez étonnante. Alors après il s'est essayé au théâtre, à la magie et enfin à la ventriloquie, sauf qu'il lui manquait une marionnette. Je suis retourné dans ce magasin de magie et j'ai dit au patron, qui s'appelle Jean-Marc, trouve-moi une marionnette, je veux faire ça, quoi. Il m'a dit ouais, je vais m'en occuper, mais bon, il s'en foutait un peu de moi, quoi, à l'époque. Et je suis venu le revoir, j'ai dit j'ai trouvé ma marionnette et pour le coup je l'appellerai Jean-Marc. Voilà C'est pourquoi comme ça, Jean-Marc s'appelle Jean-Marc. exactement. Et avec Jean-Marc, il a fait tous les cabarets parisiens. Peu de gens ont cru en lui au début. On lui disait que la ventriloquie, c'était ringard. Et puis, il y a eu les premiers passages télé, les rencontres déterminantes. Les salles se sont remplies de fans. Un succès mérité, alors qui tient sans doute aussi à la personnalité de ce garçon qui est très modeste et qui est régulièrement submergé par l'émotion. Vous allez le voir, on n'arrête pas de le voir pleurer. Moi, j'ai nettement préféré la première partie du documentaire qui revient sur son parcours plutôt que la seconde qui est sur la tournée Ça, c'est en parce que France vous voulez vous et à coucher tôt, parce que l'étranger. vous avez regardé le débat jusqu'à pas d'heure hier, Voilà, c'est ça? exactement. En plus, c'est vrai. C'est un artiste quand même qui nous rend fous parce que vous avez beau savoir que Jean-Marc est une marionnette, c'est impossible de ne pas le regarder comme un être vivant. Jean-Marc, il a un tic de langage que tous ses fans connaissent et je voulais finir avec ça. Il est content. Il a fait sa blague de merde, il est content. Tu es plus content. Je suis content. Ça se voit. Les gens, quand ils t'ont vu arriver, ils sont du lit, il est content. Il en a révélé des talents, Michel Drucker, quand même. Exactement. Dis donc. Et Patrick Sébastien aussi, à qui Jeff Panaclock doit beaucoup. Jeff Panaclock, l'extraordinaire aventure, c'est sur TMC à 20h55. Et on en parlera tout à l'heure dans le grand direct des médias à 9h, Anissa. Oui, avec Guillaume Janton qui reçoit Thierry Colby, le réalisateur de ce documentaire. Et puis Thierry Tullier à partir de 9h40, le directeur général d'LCI, parce que ça fait 1 an qu'LCI est sur la TNT gratuite. Il est content.